Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'échiquier international en direct de HAL 24 News. Direction Saint-Pétersbourg où s'ouvrira demain le sommet Afrique-Russie. La ville des Tsars abritera le temps d'une rencontre le 27 et le 28, le sommet Afrique-Russie. Ils sont 49 pays d'Afrique sur les 54 à répondre présent en dépit des pressions exercées sur certains États pour ne pas y participer. Alors, 3 ans après la première édition en 2019, les enjeux de cette deuxième édition sont très importants. Pour les deux parties, face aux sanctions, la Russie tente de se déployer en Afrique en diversifiant ses partenaires et en se positionnant en force dans un continent longtemps oublié par Moscou, dont le classement en chiffre d'investissement la place bien au-deçà, par exemple, de la Chine, de l'Europe ou même des États-Unis. Bref, Moscou se tourne vers l'Afrique et se positionne et semble même bien déterminé à explorer les secteurs de développement relatifs à son pays et à l'Afrique. Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Alors, je le disais, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Nos invités aujourd'hui, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Riyad Sidawi, directeur du Centre de recherche arabe basé à Genève, le CARAPS. Monsieur Sidawi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et bien entendu, nous accueillons par WhatsApp depuis Paris, Monsieur Prince Koya, docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Prince Koya, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour. Alors, le sommet Russie-Afrique, c'est dans quelques heures. Ça va démarrer donc demain. Une deuxième édition qui promet, 3 ans après, d'être fructueuse. La Russie de 2019 n'est plus celle de 2023 et ça se comprend. Que faut-il attendre justement de ce sommet aujourd'hui Afrique-Russie, Monsieur Sidawi? Je pense c'est la formation de nouvel ordre mondial. Vladimir Poutine utilise souvent cette phrase. Il faut la formation d'un nouvel ordre mondial. Ce n'est plus la domination américaine. La Russie, c'est une grande puissance mondiale, nous le savons bien. C'est la première puissance nucléaire, à titre d'exemple. Et certes, elle n'est pas parmi les 3 ou 4 ou 5 mêmes pays au plan économique, mais la production russe, c'est une production d'ordre stratégique. Je veux dire, la Russie produit d'armes, la Russie produit des céréales et produit d'énergie. Et le continent africain a besoin de ces 3 produits. Donc, on va voir la vente des armes, l'énergie, l'exploitation ou l'exportation de pétrole russe vers certains pays africains et évidemment les céréales. Et surtout les céréales, nous savons avec la fermeture de la mer Noire contre les exportations de céréales d'Ukraine, donc il ne nous reste que les céréales russes. Et les pays africains sont des grands importateurs de céréales, que ce soit Ukraine ou russe. Donc, à mon avis, 3 éléments qui vont être présents. Et aussi, c'est le retour de la Russie. C'est le retour. Vladimir Poutine n'a jamais caché que la Russie voulait revenir à l'héritage de l'Union soviétique, au moins sauver ce qu'on peut sauver de l'influence historique de l'Union soviétique dirigée par la Russie dans le continent africain. Très bien, Monsieur Riyad Sidawi. Prince Koya, dites-nous, alors la Russie aujourd'hui s'avance doucement mais sûrement dans un terrain africain avec ses diversifications, avec sa diversité, avec ses particularités. Car lorsqu'on parle de l'Afrique, on ne parle pas d'un continent qui est un bloc, mais plutôt de plusieurs États, de plusieurs pays qui chacun a une vision différente, ou chaque État a une vision différente les uns des autres. Oui, évidemment, on est en train de revivre quelque part un tout petit peu
un renouvellement de la guerre froide, où chacun des deux grands blocs, cette fois-ci occidentaux et puis je vais dire le bloc davantage soviétique, est en train de repousser ses pions sur le continent africain, ce qui fait que finalement, on a évidemment des pays poulains de la Russie aujourd'hui, la Centrafrique, le Burkina, le Mali, et de l'autre côté, on a d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, qui sont davantage des exemples de pays beaucoup plus proches de la France, donc du bloc des pays occidentaux, et donc qui se montrent moins enclins finalement à prendre part à ce sommet de Sochi, et donc à ce sommet de Saint-Pétersbourg. Alors là, ce sommet donc permet à la Russie de jauger encore finalement son rayonnement sur la scène internationale. On a vu quand même que le putsch de Evgeny Prigojine avait bouleversé le pouvoir russe, en plus finalement des sanctions que la Russie a subies de la part des pays occidentaux, on peut le dire. Alors, il est important pour la Russie de jauger aujourd'hui la perception que les alliés qu'elle a encore dans le monde ont d'elle. C'est-à-dire, c'est un sommet à travers lequel elle pourra, par la fréquentation et par la présence, n'est-ce pas, des présidents africains en masse ou non, on saura finalement est-ce que la Russie est capable encore d'attirer des pays indécis, des pays non alignés. C'est l'un des défis aujourd'hui donc de ce sommet qui va s'ouvrir à Saint-Pétersbourg. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des pays indécis, justement, Monsieur Sidaoui? Est-ce qu'il y a des pays indécis? Et la question, c'est un petit peu pour rejoindre ce que je disais au début. Beaucoup de pays africains ont reçu des pressions. Alors, pourquoi des pays africains recevraient-ils des pressions pour ne pas assister à ce sommet? Est-ce qu'il y a des anciennes puissances qui ne veulent pas voir leur précaré être grignoté par la Russie? Oui, la réponse est simple, parce qu'on veut sanctionner la Russie, puis la Chine. Maintenant, on est en pleine guerre froide, donc la guerre froide aussi consiste à que les grandes puissances doivent influencer, orienter les petites puissances, les petits pays, vers leurs intérêts. Mais moi, je vois 49 pays qui ont accepté de venir dans 17 chefs d'État. Donc, c'est une victoire. Et il faut souligner aussi que les puissances occidentales classiques, traditionnelles dans le continent africain sont en train de perdre leur influence en faveur de la Chine et en faveur de la Russie. À titre d'exemple, la République centrafricaine, puis le Mali, puis le Burkina Faso et peut-être d'autres pays aussi. Aussi, un pays comme l'Égypte, un grand pays comme l'Égypte, plus que 100 millions d'habitants, qui, depuis la guerre d'octobre 1973, ne s'arme que des États-Unis d'Amérique. Nous étions étonnés que pendant les 5 dernières années, 40% d'importation d'armes pour l'armée égyptienne viennent de la Russie. Donc c'est une réorientation calme, en douceur. Ce n'est pas vraiment le conflit idéologique des années 60 ou 70, Frontal. mais une réorientation. Et la Russie aujourd'hui a la carte des céréales, si vous me permettez. Je cite, j'ai pris une phrase de Vladimir Poutine parce qu'il a publié un article lundi passé et il dit « Malgré les sanctions, la Russie continuera à travailler vigoureusement pour organiser l'approvisionnement en céréales, en engrais et plus encore vers l'Afrique. » Et ça soulage les pays africains qui sont menacés de famine s'ils ne reçoivent pas les céréales russes ou ukrainiennes. Et aussi, j'ai un chiffre, la Russie, c'est un grand producteur mondial, a déjà exporté 11,5 millions de tonnes de céréales vers l'Afrique en 2022 et près de 10 millions de tonnes supplémentaires au cours des 6 premiers mois de 2023. Donc, entre autres, la Russie est le sauveur des États africains et des peuples africains d'une éventuelle famine. Oui, très bien. Alors, lorsqu'on parle de famine, on parle d'une crise alimentaire qui risque justement de survenir. On parle également de souveraineté alimentaire qui est un point très important pour ce sommet, puisque c'est un point qui est justement à l'ordre du jour, Prince Koya. Alors, est-ce que c'est le seul sujet par lequel, justement, si vous voulez, ça va permettre un petit peu à la Russie de rentrer de plein pied et avec beaucoup d'assurance dans ce continent africain? Oui, la souveraineté alimentaire
finalement, eu égard à l'accord sur les céréales, ne serait qu'un point, parce qu'on a évidemment plusieurs points, notamment la souveraineté militaire avec Wagner, avec les équipements militaires, avec une proto-industrie militaire pour les pays africains. Et puis évidemment, la question du blé se pose, de savoir finalement, est-ce que la Russie va ouvrir les vannes que pour les pays africains et fermer les vannes pour le blé qui part vers les pays occidentaux? Oui, la Russie va le faire parce que la Russie va appliquer donc cette diplomatie céréalière, on peut le dire. Donc les pays africains qui dépendent vraiment du blé, parce qu'il faut préciser que tous les pays africains ne dépendent pas du blé russe. Voilà, il faut quand même le préciser. Il y a également le blé ukrainien. Plus du riz. Voilà, certains dépendent plus du riz que du blé. Donc, on a vraiment des pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Nord qui sont davantage dépendants de blé que des pays d'Afrique noire. Mais évidemment, l'Afrique reste l'Afrique. Et si un seul pays a besoin de blé, finalement, c'est tous les pays africains. Alors, il faut quand même préciser que le fait de dépendre de la Russie continuellement ne nous permet pas d'aboutir à la souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est la capacité juridique et factuelle qu'a un pays de nourrir sa population. Donc, visiblement, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, finalement, fait trembler les pays africains. Mais cela nous invite quelque part aussi à certes avoir des appuis extérieurs, des partenaires extérieurs, mais à prendre conscience qu'il faut cultiver ce qu'on consomme ce soir. Et dans une forme de coopération inter-africaine. Il y a des pays africains qui peuvent aujourd'hui cultiver le blé, qui peuvent cultiver du riz, du maïs, pour pouvoir le vendre les uns aux autres. Donc il ne faudrait pas non plus toujours continuer à compter, notamment ne serait-ce que pour le blé, sur une puissance étrangère. Ce n'est pas une politique viable. Même si dans le temps court, on doit avoir recours au blé russe pour soulager les peuples africains, cela ne peut pas continuer tout le temps à être une politique éternelle. Et puis enfin, je pense davantage aujourd'hui, on a beaucoup de pays africains qui ont davantage besoin de la Russie d'un point de vue militaire. C'est-à-dire que les accords de coopération et de défense militaire que la France avait passés avec beaucoup de pays africains sont aujourd'hui tombés en désuétude. Beaucoup de pays, dont le Mali notamment, s'arment pendant 2 ans, le pays s'est davantage armé qu'il ne l'a jamais fait. Et ça, c'est quand même quelque part le résultat concret de la coopération militaire avec les Russes. Et en ce moment, les Russes, effectivement, montent les muscles et prouvent finalement que coopérer militairement avec eux, ne serait-ce qu'en 2 ans, est beaucoup plus profitable que le fait avec la France. Et on voit aujourd'hui que certains pays qui coopèrent avec la Russie commencent à monter en puissance en termes militaires. Donc je pense que là aussi, ça sera l'un des points importants sur lequel la Russie, effectivement, peut appuyer pour gagner du terrain en Afrique. Et puis après, finalement, le secteur privé sera quelque chose d'assez important dans l'industrie, dans la chimie, dans tout ce qui est agroalimentaire et ainsi de suite. Les Russes ont une carte à jouer parce que l'Afrique doit commencer son industrialisation maintenant. Mais avec qui? Avec les Chinois, avec les Français, avec les Britanniques ou avec les Russes? La question se pose, si la Russie offre des thèmes beaucoup plus avantageux, pourquoi pas la Russie pourrait être ce pays-là qui pourrait peut-être aider des pays africains à atteindre aujourd'hui leur souveraineté industrielle. Donc voici quelque part des points globaux qui pourraient être abordés. Bien sûr, on va dire que de toute façon, entre les deux parties, que sont donc les pays africains, les États africains et la Russie, il y a également des questions d'intérêt. L'Afrique est comme tous les autres pays ou tous les autres continents, un continent qui cherche à s'en sortir et donc qui lui aussi doit penser à ses intérêts et comment faire justement profiter son pays ou ses pays de ce qui se passe. Parce qu'on sait très bien qu'en ce moment, l'Afrique est convoitée par la Russie, elle est convoitée par les États-Unis, elle est convoitée par la Chine, d'où les fameux ou les nombreux sommets Chine-Afrique, les États-Unis-Afrique, Europe-Afrique. On est très loin de la France-Afrique, il faut le dire. Alors, Monsieur Sidaoui, comme je le disais, il y a un partenariat donc Russie-Afrique, l'adoption annoncée d'un plan d'action à l'horizon 2026 concernant justement cette question de souveraineté alimentaire. Vous pensez qu'aujourd'hui, les opportunités sont vraiment offertes à l'Afrique pour justement aller vers cette autosuffisance?
Je pense il y a deux approches. L'approche immédiate, urgente, malheureusement, on a besoin soit du blé russe, soit du blé ukrainien. Et puisqu'on a un problème avec le blé ukrainien pour l'Afrique, alors il n'y a que des céréales russes. Pourquoi? Parce que la crise est urgente, urgente. On ne peut pas attendre des années ou des plombs. Mais évidemment, à moyen terme ou à long terme, il faut que les États africains qui ont des ressources naturelles assez larges, il faut vraiment qu'ils planifient leur souveraineté alimentaire et qu'ils trouvent des solutions durables. Mais aussi, il y a toujours le symbolique, il y a les intérêts économiques, certes, mais moi, quand j'ai vu des images à Burkina Faso ou à Mali ou la République centrafricaine, des manifestants qui brûlent le drapeau français et hissent le drapeau russe, ça nous rappelle les années 50, 60, 70 et l'Union soviétique. Rappelons-le, pendant ces décennies, la majorité, aux années 70, la majorité des États africains étaient pro-soviétiques, anti-américains, anti-occident, étaient pro-soviétiques. Donc, il y a cette nostalgie vers l'Union soviétique, comme elle est chez Vladimir Poutine, je pense qu'elle est aussi chez les peuples africains. Oui, alors Monsieur Sidawi, parlons un peu de cette Afrique que tout le monde regarde avec des yeux, de grands yeux, que tous ces pays aujourd'hui, où les yeux de tous ces pays sont rivés vers ce continent qui devient comme une sorte d'attraction très attractive. Alors, 60% des terres non cultivées du monde se trouvent en Afrique. C'est très révélateur. Absolument, absolument. Si on prenons à titre d'exemple le Soudan, il y a des études qui montrent que le Soudan pourrait nourrir alors restez avec nous. Vous m'entendez très bien maintenant? Dans ce monde, uniquement le Soudan. Donc, c'est une contradiction en Afrique, un continent très, très riche sur tous les plans, gaz, pétrole, terres fertiles, les fleuves, le Nil, etc. Et en même temps, pas mal de pays africains qui souffrent de la pauvreté et du sous-développement. Donc, il y a cette contradiction. Je pense aujourd'hui il y a une occasion en or pour tout le monde. Je veux dire, le monde est divisé. Nous sommes vers la formation d'un nouvel ordre mondial. La Chine en tant qu'une puissance économique écrasante en Afrique. La Russie aussi reste une grande puissance. Certes, elle n'est pas économique comme j'ai dit, mais c'est une puissance militaire et nucléaire, donc qui pourrait protéger ses alliés. Donc, le monde est en train de changer. Je pense aussi les Africains ont compris le message et leur présence aujourd'hui en Russie montre bel et bien qu'ils ont compris ce changement du monde. Très bien. Monsieur Prince Koya, je le disais tout à l'heure à Monsieur Riyad Sidawi que l'Afrique, à elle seule, représente 60% des terres non cultivées du monde et que cela était très révélateur de tout, si vous voulez, ces efforts de convoitise à l'instar de ce continent par beaucoup de pays, surtout après la guerre en Ukraine. Tout à fait. Écoutez, il est important effectivement pour nous, analystes africains, d'avoir aussi une vision afrocentrique des choses. C'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. Et là, vous l'avez raison en disant les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Voilà, moi je persiste en disant que la Russie est davantage, c'est beaucoup plus sincère dans son rapport avec les pays africains que l'ont été les États-Unis ou la France. C'est vrai. Mais la Russie est aussi là pour ses intérêts, tout comme la Chine, tout comme la France. Il y a un véritable phénomène qui menace les pays africains aujourd'hui, c'est l'accaparement des terres. Les multinationales, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient françaises, qu'elles soient britanniques, qu'elles soient russes, commencent à acheter la terre en Afrique. Et donc les 60% des terres arabes dans beaucoup de pays aujourd'hui n'appartiennent même plus aux populations locales, aux pays africains. Vous savez, donc la capacité de l'indépendance, il ne s'agit pas de sortir de la coupole d'un autre maître pour se retrouver sous la coupole d'un autre maître. Il s'agit en fait de se servir de ses nouveaux amis ou de ses anciens amis pour nous affirmer nous-mêmes en tant que puissance. La dépendance ne doit pas rester un credo. C'est-à-dire que demain, il faut que ce soit les autres pays qui commencent à chercher abri auprès de nous. Et que finalement nous investions cela. Des pays comme l'Algérie l'ont fait avec leur industrie militaire, ils s'en sortent. On a des sociétés nationales puissantes comme la Sonatrach qui exploite le pétrole algérien.
En Égypte, on a ces mêmes cas, mais il y a beaucoup d'autres pays où ni le pétrole, ni l'or, ni le gaz ne sont exploités par des sociétés nationales. Et c'est l'un des combats aujourd'hui que nous devons mener, c'est-à-dire que les conférences dans lesquelles nous allons aujourd'hui doivent nous permettre d'avoir des investissements étrangers qui permettent une richesse inclusive, gagnant-gagnant, qui permet de former des ingénieurs sur place, qui permet d'avoir des écoles d'élite sur place, qui permet de produire sur place, de produits industriels et même pourquoi pas d'exporter industriels. Donc voilà les défis concrets auxquels on est soumis aujourd'hui. Les gens peuvent avoir de beaux yeux pour nous, ne perdons pas de vue non plus l'objectif ultime qui est l'affirmation de l'Afrique aujourd'hui en tant que puissance souveraine dans le monde. Très bien. Monsieur Riyad Sidawi, il y a quand même une réelle politique, comme le disait donc Prince Koya. Aujourd'hui, la Russie, face aux sanctions, cherche un petit peu à diversifier ses partenaires et son partenariat, surtout en Afrique, qui est un terrain très fertile, c'est presque un terreau. De leur côté, les pays africains ont très bien compris, depuis la guerre en Ukraine, que eux, ils cherchent donc le transfert de la technologie, ils cherchent la coopération et la formation militaire, ils cherchent l'expertise occidentale russe ou chinoise, ils cherchent surtout un petit peu à atténuer cette idée ou ce concept d'un continent très riche mais également très pauvre. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a un point d'intersection des intérêts. Les Russes ont des intérêts en Afrique. Les Africains ont des intérêts avec la Russie ou la Chine. On a bien parlé des céréales, de l'énergie, d'armement aussi. J'ai un chiffre. Vers le continent africain, entre 30 et 40% des exportations totales d'armes russes annuelles étaient vers le continent africain. Puisqu'on a parlé des intérêts, il reste pour moi le côté symbolique, historique et psychologique. N'oublions pas que ce soit la Russie ou la Chine n'ont jamais colonisé l'Afrique, donc ils n'ont pas une histoire de torture et de sang et de colonisation. Aussi, ils ont, que ce soit la Russie qui a hérité l'Union soviétique ou la Chine, ils ont aidé les mouvements de libération, à leur tête le FLN, le Front de libération nationale algérien, eux aussi dans d'autres Africains. C'est pour cette raison que je vous ai dit, pendant les années 70, la majorité des États africains étaient pro-Union soviétique et anti-Occident. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu cet héritage colonial. Il y a eu cet héritage colonial. Chaque pays africain a eu ses massacres. Chaque pays africain a eu ses problèmes avec l'exploitation de sa population par les colons, que ce soit britanniques ou français ou belges ou autres. Alors que la Chine ou la Russie, non, les Africains peuvent dire on n'a jamais vu du mal de ces pays. Au contraire, nous ont aidés pendant nos guerres d'indépendance et nous ont aidés pendant l'état d'indépendance et la formation d'État post-révolution. Aujourd'hui, le monde a changé, tant mieux pour nous, tant mieux pour les Russes et les Chinois. Donc, profitons-en de cette occasion en or. Très bien, une occasion en or, on va le dire, et pour conclure, Prince Koya, alors une Afrique très convoitée, une multitude de prétendants qui convoitent l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui consciente de cet enjeu et de cette importance et de cette chance. Va-t-elle réellement la saisir cette fois-ci? Alors, pour être clair, moi je ne pense pas que, évidemment, les mots et les déclarations politiques suffiront. Parce que c'est vrai qu'on en a fait. Hein. Il y a des sommets Chine-Afrique, Russie-Afrique, France-Afrique, qui sont très vieux d'ailleurs, États-Unis-Afrique. Mais vous conviendrez avec moi que depuis une vingtaine d'années, quand on parle des sommets, ça n'a jamais rien changé concrètement sur le terrain. Et ça, c'est aussi de la réelle politique. Donc, je suis foncièrement convaincu que nous ne profiterons de ces partenariats avec les pays que si les États africains eux-mêmes ont des matrices de développement claires à l'intérieur de leur pays, avec les infrastructures, avec les systèmes éducatifs, en ciblant leurs besoins primaires. À ce moment-là, la stratégie étant claire, on sera capable d'aller chercher exactement ce que nous voulons à l'extérieur pour pouvoir bonifier la production nationale. Et enfin, avoir aussi un cadre législatif, opérationnel, qui soit efficace, qui permette évidemment à ces pays
de pouvoir également contrôler l'activité économique sur leur propre territoire. Si demain un contrat est signé avec la Chine ou la Russie, que l'Algérie soit capable, que la Côte d'Ivoire soit capable de contrôler également l'activité de ces investisseurs sur le territoire, de veiller à ce que cela profite également à l'économie nationale, tant d'un point de vue fiscal que d'un point de vue du respect, par exemple, des normes environnementales. Donc voici les défis auxquels nous devons répondre pour mieux profiter finalement de ces sommets diplomatiques qui foisonnent. Très bien, Monsieur Prince Koya, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et spécialiste des questions relatives à l'Afrique de l'Ouest. Merci également à Monsieur Riyad Sidawi qui était avec nous depuis Genève. Vous êtes directeur du Centre de recherche arabe, le CARABS. Vous étiez avec nous depuis Genève. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.